Bonjour à tous, on va commencer la présentation. Donc moi je m'appelle Christophe Rosenberger, je suis professeur à l'ENSICAN en informatique. Et puis on va dire mon thème de recherche principal c'est la biométrie comportementale, donc c'est l'objet de la présentation aujourd'hui. Alors en fait si je me décris un peu, donc moi j'enseigne à l'ENSICAN mais j'enseigne à l'université de Caen. J'enseigne aussi à l'université Paris-Est Créteil sur des sujets qui vont concerner l'analyse de données, l'identité numérique et puis la biométrie. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le GREC, donc je vais en parler un petit peu, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le laboratoire qui regroupe tous les informaticiens de Basse-Normandie et puis des automaticiens et des électroniciens. Donc vous avez vu, je sais pas, pour ceux qui étaient là, Jean-Marc Routure, qui est de l'équipe électronique du GREC, et puis vous avez vu Bruno Zanentini, qui est d'une autre équipe du GREC, l'équipe MAD. Alors, moi je travaille sur le domaine de la biométrie. Alors la biométrie, qu'est-ce que c'est ? Donc l'idée, c'est la science qui va consister à reconnaître ou identifier un individu à partir de caractéristiques morphologiques. Donc morphologique, c'est une partie du corps. Alors interne ou externe. Donc quand je dis externe, ça peut être le visage, l'empreinte digitale. Ça peut être interne, c'est-à-dire que ça peut être les veines des doigts, la veine des paumes de la main, qu'on peut capturer assez facilement en prenant une caméra avec un éclairage proche infrarouge. Donc qui permet de caractériser une partie du corps de la personne. Et puis une autre façon de reconnaître une personne, c'est d'utiliser le comportement. Alors on y reviendra, ce qu'on entend par comportement, parce que je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire et des choses que l'on fait à l'heure actuelle au GREC. Donc voilà. Alors la différence entre reconnaître et identifier, dans certains cas, je vais avoir un acte volontaire, je vais dire je suis Christophe Rosenberger et je vais donner un élément de preuve que je suis bien la bonne personne, par exemple mon visage, mon empreinte. Mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément avec un consentement. Donc ça peut être, je suis en train de me balader dans une rue de Londres, il y a des caméras de vidéosurveillance qui automatiquement vont capturer mon visage et regarder si ce visage, par hasard, il ne ferait pas partie de la liste des gens recherchés à Interpol, par exemple. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas d'action volontaire, je ne clame aucune identité, je suis juste identifié et ça peut l'être à mon insu. Donc voilà, ça c'est juste pour présenter un petit peu qui je suis et puis sur quoi je travaille. Alors comme je vous l'ai dit, je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le GREC. Je pense que c'est l'un des plus gros laboratoires normands à l'heure actuelle. Donc le GREC, c'est le groupe de recherche en informatique, images automatiques et instrumentation de Caen. En gros, il y a à peu près 200 à 220 personnes dans ce laboratoire. Donc qui sont, pour 86 d'entre eux, sont des enseignants-chercheurs, soit de l'université de Caen, Normandie, soit de l'ENSICAN. Des chercheurs CNRS, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de charge d'enseignement et qui sont à plein temps sur de la recherche. On a des doctorants, donc des doctorants, c'est des gens qui ont un M2 et qui ont poursuivi pendant 3 ans une thèse pour devenir docteur. Donc ils vont travailler sur des sujets liés à la thématique du laboratoire. Et puis on a d'autres personnels contractuels, donc des post-doctorants. Une fois qu'on est docteur, on peut faire un contrat d'1 an, 2 ans, 3 ans dans un laboratoire. On a des ATER, tout ça c'est des cycles que vous ne connaissez pas forcément. Donc les ATER, ce sont des docteurs qui sont enseignants, chercheurs, mais non permanents, donc qui vont l'être pendant 1 an ou 2 dans un établissement, des ingénieurs, etc. Donc tout ce petit monde permet de travailler sur différents thèmes de recherche. L'électronique, donc vous avez vu ça avec Jean-Marc Routour. Le traitement d'images, alors l'algorithmique d'un point de vue théorique.
l'analyse de documents, les systèmes multi-agents, navigation de robots. Là, il y a une illustration qui montre un projet en cours qui se passe aux rives de l'Orne, qui s'appelle le projet Coaches, qui est aussi un projet du grec, et qui a pour objectif d'avoir des robots de compagnie qui permettent de guider des personnes qui voudraient trouver un magasin sur tel sujet. Et donc il y a une expérimentation qui est prévue aux rives de l'Orne. Vous verrez peut-être ces robots dans le quotidien. Ensuite, on a des gens qui vont travailler sur l'automatique, donc c'est tout ce qui est régulation de système, par exemple, de la sécurité informatique, traitement du langage, la biométrie, j'en ai parlé, et puis la monétique, c'est tout ce qui concerne la sécurité du paiement. Donc vous voyez, c'est assez vaste, mais bon, il y a du monde qui travaille sur ces sujets. Alors moi, je fais partie d'une des équipes du laboratoire qui en compte 8. Moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Monétique et Biométrie, donc bon, évidemment. Et sur la biométrie, on travaille sur différents sujets. Le développement de systèmes biométriques, donc essayer de trouver de nouvelles façons de reconnaître des individus à partir d'un ordinateur. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des solutions qui soient faciles d'usage, n'importe qui peut utiliser, qui nécessitent un faible enrôlement, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander énormément d'informations sur la personne pour le reconnaître, et puis on veut que ce soit performant. Donc ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et notamment en me focalisant sur tout ce qui est biométrie comportementale. Ensuite, on travaille sur l'évaluation des systèmes biométriques, c'est-à-dire comment je peux dire qu'un système il est fiable, comment je peux dire qu'un système il est sécurisé. Effectivement, il y a des gens qui vont produire des systèmes à base de serrures de reconnaissance d'empreintes digitales pour rentrer dans des bâtiments. Mais effectivement, si je peux casser le système, c'est-à-dire si je peux passer au travers du système en prenant juste une photocopie de l'empreinte digitale d'une personne, ne sont pas très intéressants. Et malheureusement, ça fait partie des attaques possibles qui sont réalisées. Ensuite, il y a un autre aspect qui est vraiment essentiel quand on parle de biométrie, parce qu'en général, les gens sont plutôt assez frileux avec la biométrie, à juste titre. C'est que la biométrie, c'est une donnée sensible, très sensible. Effectivement, je donne souvent cet exemple, qui est de dire, si quelqu'un récupère votre empreinte digitale, c'est-à-dire l'image de votre empreinte digitale, ce qui n'est pas très compliqué, je pose ma main alors sur le bureau, bon, peut-être pas, mais sur une surface plane comme une vitre ou mon écran d'ordinateur, vous avez l'empreinte digitale de la personne vous avez ce qu'on appelle une empreinte latente, qui est sur le support, que vous pouvez récupérer. Si vous faites très attention, vous pouvez récupérer une information extrêmement précise sur l'empreinte digitale de la personne. Et ensuite, à partir de procédés à base de latex ou même maintenant avec des impressions 3D, vous pouvez faire une empreinte digitale de la personne que vous pouvez mettre sur votre doigt et pour essayer d'attaquer cette personne. Alors ça, c'est évidemment, ça c'est possible. Vous trouvez plein de choses sur Internet qui vous expliquent comment faire. Alors c'est pas pour vous dire de le faire, mais ça c'est quelque chose qui est vraiment aussi dramatique parce que contrairement à un mot de passe, vous savez que les hackers aiment bien mettre sur Internet les bases de mots de passe qu'ils ont réussi à capturer sur Internet. Eh bien, quelqu'un a récupéré votre mot de passe. Si vous avez encore la possibilité vous le changez. Et c'est terminé, l'attaque est terminée. Votre empreinte digitale, eh bien, le terme, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas révocable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer. Donc ce qu'on fait, souvent quand vous faites l'enregistrement pour un passeport, en fait, on ne prend pas qu'une empreinte digitale, on en prend plusieurs. Donc on en prend sur, en général, 8 doigts. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si votre empreinte de l'index est compromise, eh bien, on peut toujours utiliser un autre doigt. Mais vous voyez que ça a une certaine limite. Parce que si il y a mon index, après j'ai plus mon pouce, après etc. Après je peux plus rien faire. Or l'empreinte, elle est stockée dans votre passeport. Elle a failli être stockée dans votre permis de conduire. En tout cas en France c'est pas encore le cas, mais peut-être que ça arrivera un jour. Et pour autant je peux pas la changer.
Alors évidemment, pour la protéger, ces données biométriques, en général, on essaie de la mettre sur un endroit sécurisé. Donc, par exemple, la mettre dans un endroit sécurisé, c'est le passeport. Vous avez une petite puce dans le carton de votre passeport qui va contenir vos empreintes qui sont en plus chiffrées. Ceci étant, le chiffrement, c'est quelque chose qui peut effectivement garantir la confidentialité pendant un certain temps. Or, une donnée biométrique pour un individu, la durée de vie d'une donnée biométrique, c'est à peu près 80 ans. C'est l'espérance moyenne de vie d'une personne sur Terre, en moyenne. Si je récupère l'empreinte digitale chiffrée d'une personne à un certain âge, par exemple, je ne sais pas, au hasard, quelqu'un qui est à l'ENA, 30 ans après, cette personne, potentiellement, elle peut avoir une fonction extrêmement importante. Et peut-être que 30 ans après, l'algo et la taille des clés qui a été utilisée pour chiffrer sera plus sécurisé. Ça veut dire que chiffrer une donnée biométrique, c'est absolument essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut travailler sur d'autres formats qui permettent de protéger, et donc c'est ce que nous on fait, et on le fait soit en utilisant des stockages dans des éléments sécurisés comme des cartes à puce, etc., soit on trouve des transformations de ces données biométriques, je vous en parlerai à la fin. Donc voilà, ça c'est en gros les thèmes de recherche de l'équipe qui sont un peu mes thèmes de recherche personnels. Et évidemment, je ne vais pas tout vous détailler, parce que là on en aurait pour quelques dizaines d'heures, ce n'est pas l'objet. Je vais vous présenter juste la partie biométrie comportementale. Alors, quand on parle de ça, il faut voir aussi à quoi ça sert. Pourquoi on veut mettre de la biométrie un peu partout? Et ça, vous le voyez, la biométrie arrive partout. Vous prenez maintenant un téléphone, vous prenez un PC que vous achetez. C'est rare qu'il n'y ait pas un capteur d'empreinte digitale. C'est devenu assez classique. Pourquoi? Parce que quand on parle de transactions électroniques sécurisées, donc vous savez qu'il y a un pôle de compétitivité à Caen qui traite de ce sujet-là, et qui a défini un petit peu ce que c'était qu'une transaction. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction? Alors, par exemple, si, je sais pas, prenons l'exemple d'un paiement, ou prenons l'exemple d'aller consulter vos mails, par exemple. Eh bien, c'est un utilisateur, donc qui est à gauche, qui, à partir d'un authentifiant, donc bien souvent un mot de passe, mais pas toujours. Quand vous voulez rentrer dans un bâtiment, vous pouvez aussi avoir besoin d'une carte à puce. Via un terminal. Donc un terminal, ça peut être votre téléphone, votre PC, ça peut être le terminal lié à la porte. Eh bien, vous allez transmettre cet authentifiant à un service qui est existant, qui n'est pas à côté de vous, et qui, à partir de cet authentifiant, va pouvoir dire est-ce que vous êtes effectivement la bonne personne, et est-ce que je vais lui donner un certain nombre de droits pour avoir des services, par exemple, consulter mes comptes en ligne ou consulter mes mails. Alors évidemment, pour que ça marche, tout ça, cette transaction dématérialisée, il faut qu'on ait bien confiance sur le fait que la personne qui est à gauche ait bien les droits d'accéder aux services qui sont à droite. Et pour ça, bien souvent, on ne se base que sur l'authentifiant. Et donc, l'authentification de la personne, c'est-à-dire comment j'arrive à prouver que c'est bien la bonne personne qui accède à ce service, c'est vraiment important. Alors, je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons. Alors là, je peux les décrire ici. C'est ce qu'on appelle les facteurs d'authentification. En général, on reconnaît une personne par plusieurs façons. La première, classique, c'est la connaissance d'un secret. Un mot de passe, un code PIN. On peut aussi reconnaître une personne parce qu'elle possède quelque chose de particulier. Quand vous payez avec votre carte bancaire, vous prouvez que c'est bien vous parce que vous avez cette carte. C'est un objet d'authentification. Il y a une autre façon de prouver qu'on est bien la bonne personne, c'est la biométrie. C'est-à-dire, on va prouver quelque chose qui est relatif à ce que l'on est. Le visage, l'empreinte ou d'autres informations. Ensuite, là je fais une distinction, on peut reconnaître une personne à la manière dont elle fait quelque chose. Vous l'avez tous fait un jour, sans vous en rendre compte vraiment. Vous êtes assis et puis vous entendez quelqu'un marcher dans le couloir. Vous l'entendez, vous ne le voyez pas, vous entendez juste le bruit de la démarche. Et vous dites, ça va être un tel. Et parfois vous avez raison, parfois vous avez tort, mais vous avez déjà eu l'occasion de reconnaître une personne grâce à son comportement.
Alors vous allez voir qu'il y a plein d'autres façons de faire. Et vous savez que les chercheurs dans le domaine de la biométrie ont une imagination infinie. Ils peuvent imaginer plein de choses pour reconnaître une personne. Alors, juste pour vous donner 2 exemples très concrets, j'ai vu des chercheurs travailler sur la reconnaissance d'une personne basée sur la façon de conduire. Une voiture, à l'instant T, c'est quoi? C'est bourré de capteurs. D'accord? Donc on peut regarder comment la personne elle accélère, comment la personne elle freine, comment elle passe ses vitesses, à quel régime du moteur elle va passer ses vitesses. Et donc le chercheur il avait travaillé là-dessus. Et puis bon, est-ce que c'est complètement idiot? Ben sans doute pas. Est-ce que demain, je sais pas, dans une voiture allemande ou dans 5 ans, on pourra pas imaginer reconnaître la personne à sa façon de conduire et puis en cas d'accident dire ah ben non. À partir des données qu'on a analysées sur le conducteur, c'était pas vous, c'était un autre conducteur, donc votre assurance ne marche pas. Bon. Un autre exemple un peu bizarre, enfin de biométrie comportementale, j'ai vu quelqu'un faire son stage de M2 sur la reconnaissance de personnes à sa façon de jouer au poker en ligne. Donc en gros, comment il joue? Eh bien, on vous dit on va mesurer un certain nombre d'informations, le temps qu'il met, comment il joue, etc. Et donc de regarder si je peux détecter, identifier une personne à sa façon de jouer au poker. Donc vous voyez, c'est des exemples très différents. Il y a une autre information qu'on peut utiliser aussi, et les gens ne s'en rendent pas forcément toujours compte, c'est qu'on peut utiliser des informations contextuelles. Un téléphone, c'est quoi? C'est un téléphone, ça permet de capturer énormément d'informations sur votre comportement. Si vous regardez bien votre déplacement, par exemple, GPS, il est assez peu irrégulier. Vous allez à la fac, vous allez chez vous, alors effectivement, de temps en temps, vous allez en soirée, etc. Mais finalement, vous avez un comportement assez homogène. Et il y a des gens qui sont capables de vous reconnaître, ou en tout cas de donner un indice de confiance à partir de votre comportement sur les 6 dernières heures, pour savoir si c'est vous ou si c'est pas vous. Donc ça, je pourrais le faire sur la localisation GPS, mais on pourrait le faire sur plein d'autres choses. Donc voilà, ça ce sont des facteurs d'authentification, et bien souvent, on combine ces facteurs d'authentification. Par exemple, quand on fait un paiement avec mobile, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu récemment la solution portée par Apple qui s'appelle Apple Pay. Bon, comment on fait un paiement, comment on sécurise le paiement avec Apple Pay? On le sécurise parce que vous avez le téléphone. Et puis, quand vous faites le geste de payer, eh bien, vous allez donner votre empreinte digitale. D'accord? Et donc, on combine ce qu'on appelle les facteurs d'authentification. Donc, on a une solution à 2 facteurs d'authentification. Et donc, on est un peu plus sûr que c'est bien vous qui payez parce que l'attaquant, il devrait attaquer à la fois, il devrait avoir votre téléphone, mais surtout, il devrait être capable de reproduire votre empreinte. Alors, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué que d'attaquer un mot de passe. Alors, quand on veut mettre en place une solution d'identification, en fait, on a des contraintes qui sont contradictoires. Ce qu'on veut, c'est que Madame Michu, elle soit capable de payer. Donc, par exemple, il faut que ce soit simple. Il faut que ce ne soit pas compliqué à utiliser. Donc, la facilité d'usage, c'est important. On veut que ce soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que n'importe qui puisse arriver à usurper mon identité, parce que sinon il n'y a aucune sécurité de la solution. Évidemment, on pourrait avoir l'effet inverse de dire, ok, si je veux sécuriser, je vais demander plein d'informations sur la personne, mais ça, il n'y a pas de raison. Par exemple, lorsque quand vous achetez un billet de train moins de 25 ans, par exemple, quand vous voulez prouver que vous avez bien moins de 25 ans, vous tendez votre carte d'identité. Mais il n'a pas besoin de connaître votre date de naissance, il n'a pas besoin de connaître votre nom. La personne a juste besoin de savoir que vous avez moins de 25 ans. Donc déjà là, rien que dans cet acte, qui n'est pas dématérialisé ici, vous donnez beaucoup trop d'informations. Il n'y a pas besoin de donner toutes ces informations. Vous voulez juste prouver quelque chose. Donc il faut vraiment faire attention à ça et essayer de limiter les données personnelles pour authentifier. Et puis évidemment, il y a un aspect qui est malheureusement très important dans l'industrie, c'est le coût. Effectivement, si vous voulez mettre en place une solution pour éviter une fraude,
qui coûte 10 millions pour résoudre une fraude de 1 million, bah, ça sert à rien. C'est stupide, parce que vous perdez 9 millions. Ou parfois, il vaut mieux perdre 1 million que de dépenser 10 millions pour corriger la fraude. Et ça, c'est souvent le calcul de banque. Mais pas seulement. Alors là, je vous ai mis 2 exemples assez visuels et assez concrets de contraintes qui ne sont pas respectées. Alors vous avez souvent entendu cet adage qui dit la sécurité d'une chaîne, bah, c'est la sécurité du maillon le plus faible. Effectivement, hein, si vous remplacez un maillon par un bout de plastique, ça sert à rien. Vous pouvez mettre toute la chaîne que vous voulez derrière. La sécurité, c'est la sécurité du bout de plastique, c'est-à-dire 0. Alors un autre exemple à droite que personnellement j'aime beaucoup, c'est la sécurité à outrance. Essayez d'ouvrir le cadenas. Vous n'y arriverez pas. D'accord ? Donc ça, c'est typique de la sécurité qui est mise en place, mais qui empêche l'usage. Donc vous voyez bien que ces 4 aspects, bah, on est obligé de les prendre en compte. Et c'est pas facile, parce que ça fait évidemment des contraintes en plus. Et nous, typiquement, hein, on travaille parfois avec des industriels, et qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Bah, ils nous demandent des solutions d'authentification, par exemple sur mobile, et qui permettent de résoudre ces aspects-là. Et après, évidemment, quand on leur propose des solutions, ils les intègrent dans leurs solutions de paiement par la suite. Alors ça, c'est les contraintes. Maintenant, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui est possible. Donc, je vais faire un zoom maintenant sur la biométrie comportementale et de voir comment on peut reconnaître une personne à l'heure actuelle assez simplement. Alors déjà, ce que nous on dit, c'est que la biométrie, c'est quand on veut faire l'authentification, c'est devenu assez incontournable, même si il y a plein de problèmes sous-jacents à l'usage de la biométrie. Bon, déjà, c'est plus simple. C'est sûr que poser son doigt sur un capteur d'empreinte digitale, c'est plus simple que de retenir son code PIN. Vous allez vous en convenir. C'est plus difficile à falsifier. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'en sécurité informatique, on ne dit jamais c'est impossible. Par contre, falsifier une empreinte digitale, c'est possible, mais en tout cas, ça demande une technicité qui est différente que de regarder la personne taper son code PIN sur un terminal. Et puis, quelque chose qui est fondamental, c'est que vous voyez que dans le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, on veut authentifier la personne à un service. Toutes les solutions qui sont utilisées à l'heure actuelle, quand elles n'utilisent pas la biométrie, elles n'authentifient pas un service, elles authentifient une carte, elles authentifient un mobile, d'accord ? Mais elles n'authentifient pas la personne, on ne va pas jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, bah, on n'a pas trop de choix, il faut utiliser de la biométrie. Et c'est la seule technologie qui garantit un lien fort entre la personne et l'authentifiant. D'accord ? Alors je dis pas que ça a que des avantages, hein. Il y a plein d'inconvénients, notamment sur la partie vie privée. Alors sur la biométrie comportementale, il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est que bah, vous allez le voir, on se retrouve dans une situation qui est en termes d'usage beaucoup plus simple pour la personne. Même si on peut considérer que mettre son doigt sur un capteur d'empreinte digitale, c'est pas très compliqué. Ceci étant, si on le met mal, bah, on n'est pas reconnu. Donc il faut quand même expliquer comment ça se fait. Et donc l'idée de la biométrie comportementale, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus simple et qu'on ait une meilleure interaction entre l'homme et la machine. Et puis quelque chose qui est très intéressant par rapport à la biométrie classique, c'est que c'est en général révocable, c'est-à-dire que c'est très facile de changer la donnée biométrique, contrairement à changer mon empreinte digitale, où là c'est pas possible. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques exemples. Alors, assez tôt, dans les années 60-70, on a essayé de reconnaître les personnes en utilisant la voix. Donc ça fait partie des premiers travaux sur le domaine de la biométrie. Donc on va reconnaître une personne avec sa voix. Alors vous savez qu'en ce moment, il y a des choses qui sont en place dans certaines banques où vous allez accéder à votre compte en ligne en faisant de la reconnaissance de la voix. Donc c'est des choses qui sont à l'instant T utilisées. Là, je vous montre un capture d'écran d'une application mobile que nous avons développée dans le cadre d'un projet européen, qui est une application Android qui permet de reconnaître une personne indépendamment du texte qu'il énonce. Et donc là, on va regarder le comportement lié à la voix. Évidemment, il faut qu'on ait aussi le mobile en question.
Donc ça, c'est des choses qui sont bas coût, hein, il n'y a pas besoin de capteurs supplémentaires, simple d'usage, on peut dire ce qu'on veut au téléphone, et puis générique, c'est-à-dire qu'on peut s'appliquer ça sur plein de choses. Évidemment, il y a une attaque qui est possible sur ce type de solution, c'est que c'est sensible au rejeu, c'est-à-dire que si j'enregistre une personne, eh bien, je peux rejouer et faire croire que je suis la personne qui est en train d'énoncer le texte au téléphone. Mais ça fait partie des premiers travaux dans les années 70, notamment parce que avant l'achat sur Internet, il y avait l'achat à distance et ça se faisait par téléphone. Et pour reconnaître une personne par téléphone, il y avait une information qui était disponible, c'était la voix. Et donc ça revient maintenant, ça revient un peu au goût du jour. Alors quelque chose aussi qui est possible, et ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien nous à Caen sur le sujet, c'est reconnaître une personne à sa façon de taper au clavier. Donc quand vous tapez au clavier, eh bien on a plusieurs façons de vous reconnaître. Il y a ce qu'on fait en général, c'est qu'on va mesurer des temps de pression, des temps de relâchement et des temps de vol entre les différentes touches. Donc ça, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure, une démo tout à l'heure. C'est un logiciel qui est développé au sein du laboratoire. Pour que ceux qui s'intéressent, c'est téléchargeable sur Internet, gratuitement. Et donc, vous voyez que quand la personne tape plusieurs fois, eh bien, elle va avoir une certaine signature qui va se représenter par les signaux. Et on va pouvoir comparer la façon de taper de cette personne, ce mot de passe, avec le modèle de la personne et décider si c'est la même ou pas. Donc ça, c'est une solution à deux facteurs, parce qu'il faut connaître le mot de passe. Évidemment, dans ce type de solution, on évite tous les mots de passe complexes, caractères spéciaux, tout ça. Bon, de toute façon, qui ne servent pas grand-chose. Les gens qui utilisent ces mots de passe compliqués, finalement, ils en prennent un, et c'est tout. Donc si un site se fait attaquer et le mot de passe publié, c'est-à-dire que tous les autres services sont attaquables. Ce qui se passe souvent lorsqu'un site est attaqué, le dernier en date c'est Yahoo, qui s'est fait attaquer et donc ils ont récupéré plein de mots de passe de compte. Et donc potentiellement ça peut avoir un impact sur tous les autres services. Et donc on choisit un mot de passe simple, pas de caractères spéciaux, un truc simple, assez long. Et on va regarder le comportement pour saisir ce mot de passe. Et en regardant ça, bien, on va pouvoir mesurer une similarité. Alors c'est révocable parce qu'effectivement je change le mot de passe et donc je change la ligne de frappe. C'est bas coût parce qu'il n'y a pas besoin de capteur. Vous le faites sur n'importe quel PC. On peut l'inclure dans n'importe quelle page web. C'est-à-dire que ça peut même être fait à votre insu. Alors je ne sais pas si c'est une qualité ça, mais en tout cas c'est possible. Et c'est simple d'usage parce que finalement les gens ils se retrouvent à taper quoi? Un mot de passe. C'est ce qu'ils font déjà. Alors évidemment, encore une fois, il y a une attaque qui est aussi possible. C'est ce qu'on appelle un keylogger. Donc c'est un petit logiciel qui va analyser des événements liés à votre clavier. S'il sait qu'il y a une analyse des lignes de frappe au clavier qui est faite, il pourra enregistrer la façon de le faire et de le rejouer à l'OS pour faire croire que c'est la bonne personne. Donc ça, c'est une autre solution, et ça, c'est une solution sur laquelle nous on travaille depuis presque 10 ans au grec sur le sujet. Et je vous en parlerai plus tard un peu plus en détail. Autre chose, c'est de dire, bien souvent quand je présente la ligne de frappe au clavier, en disant, mais super, mais sur un écran tactile, comment vous faites? Sur un écran tactile, on fait comme sur un clavier, ça ne change rien. Vous connaissez tous ce qu'on appelle le lock pattern d'Android, c'est-à-dire que c'est un outil qui part à partir d'un chemin dessiné sur une grille 3.3. C'est une façon de saisir un mot de passe, comme un chemin. Eh bien, en fonction du chemin que vous avez saisi, vous êtes reconnu ou vous n'êtes pas reconnu. Sauf que là, nous, on l'a rendu, on l'a ajouté des informations comportementales. C'est-à-dire que quand je vais faire mon schéma, je vais regarder la vitesse à laquelle je le fais. Je vais regarder à quelle pression j'appuie sur le téléphone, information que je peux collecter nativement par le téléphone. Et puis, je vais regarder aussi l'accéléromètre. Parce que quand vous utilisez un téléphone, c'est l'accéléromètre, vous pouvez mesurer plein d'informations. Et l'accéléromètre, en l'occurrence, nous permettra de savoir comment vous tenez votre téléphone. Quel est votre comportement lorsque vous saisissez votre schéma.
Et donc ça va nous donner des signaux. Et à partir de ça, eh bien, en connaissant le chemin, en connaissant le comportement et en connaissant le téléphone, eh bien, on va pouvoir vous reconnaître. Et donc, c'est exactement la même chose que la ligne de frappe au clavier, sauf que cette fois, on n'est pas sur des touches, mais on est sur un écran tactile. Et donc là, vous imaginez qu'on peut faire ça sur n'importe quelle tablette, n'importe quel téléphone, etc. On a à peu près les mêmes qualités que la ligne de frappe au clavier. On a aussi la possibilité d'attaquer. Bon, il y a des contre-mesures qui permettent d'éviter ça, mais effectivement, on peut avoir, non, ça ne s'appelle pas un keylogger sur un mobile, mais ça s'appelle un malware. Si le malware il récupère toutes ces informations, il peut faire croire à l'OS qu'on est en train de saisir ce chemin. Bon, on y reviendra aussi sur ce sujet-là. Ensuite, il y a la signature. Reconnaître une personne à partir de la signature manuscrite, c'est possible. Mais copier une signature manuscrite de quelqu'un, avec un peu d'entraînement, c'est possible. Maintenant, copier la façon de faire la signature, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on a développé à la fois sur mobile et à la fois sur ordinateur des solutions de démonstration de ça. Et je peux vous dire que même en présentant la signature de la personne, c'est extrêmement difficile de reproduire la signature de quelqu'un. Faut vraiment, et en général, les gens abandonnent parce que c'est difficile. Et donc, on va utiliser des informations qui sont très similaires au chemin secret, sauf qu'on va se retrouver dans un geste qui est différent. Et donc, on va avoir aussi la possibilité de reconnaître une personne par son comportement lorsqu'il signe. Même si on a l'impression que quand on fait une signature, on fait n'importe quoi, on a quand même un certain nombre de réflexes sur des accélérations, sur des inclinaisons, qui, on verra très bien par les signaux qui sont collectés. Alors j'ai mis un autre aspect. Alors l'attaque par rejeu aussi. Et il y a aussi la sensibilité à la variabilité intraclasse. Effectivement, si je suis en colère, pressé, etc., je vais pas signer forcément toujours pareil. Et donc là, j'aurai un peu plus de mal à reconnaître la personne. Mais arriver à se différencier d'un imposteur, c'est très facile. Donc ça, c'est la signature. Alors une autre façon, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la façon de marcher. Donc il y a pas mal de gens, enfin pas mal, il y a 4-5 équipes dans le monde qui travaillent sur le sujet, qui vont prendre un téléphone, vous allez le mettre dans votre poche, vous allez lancer un programme sur votre téléphone qui va faire quoi? Qui va juste mesurer l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre, ça va vous donner des signaux, et quand vous marchez, eh bien vous allez obtenir ce signal, et à partir de ça, alors peut-être que les gens des STAPS d'ailleurs connaissent bien ça, vous pouvez analyser ce signal, et à partir de ça, décider si vous êtes ou pas la personne. Alors là, c'est dans un cadre ce qu'on appelle de l'authentification continue, c'est-à-dire que là, on ne va pas faire un geste lorsqu'on a besoin de s'authentifier, on va laisser tourner le programme tout le temps. Donc quand vous allez marcher, et l'idée de ces solutions, c'est d'avoir des solutions transparentes pour l'utilisateur. Imaginons que demain, j'ai ce type de solution sur mon téléphone. J'ai un terminal qui conditionne l'accès à une porte d'un bâtiment. Eh bien, plutôt que d'avoir un geste volontaire de l'humain vers le terminal pour dire je suis bien la bonne personne en présentant un badge, en présentant une empreinte digitale ou ce que vous voulez, on pourrait imaginer que le téléphone, de façon transparente en Bluetooth ou ce que vous voulez, en n'importe quel protocole de communication sans fil, va discuter avec le terminal en disant bon là, moi, ça fait une demi-heure que j'analyse sa façon de marcher, je suis sûr que c'est la bonne personne. Et là, il va donner cette preuve au terminal qui va dire « j'ouvre la porte ». D'accord ? Et donc, du coup, la personne elle va se retrouver dans un contexte où ce sera totalement transparent. Par contre, là, évidemment, on va collecter plein d'informations pendant tout qu'elle marche, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi qui peut être problématique en termes de vie privée. Mais en tout cas, c'est possible. Il y a des gens qui travaillent sur ces solutions. Alors, je ne vais pas vous dire que les performances sont excellentes, mais en tout cas, c'est des choses qui existent. Alors maintenant, je vous propose, sauf s'il y a des questions déjà sur le sujet, mais de zoomer sur la partie des lignes de frappe au clavier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous faire sentir comment ça marche, et puis je vais vous faire une démo. Alors, quand on regarde les approches dans l'état de l'art, donc ce qui se fait à l'heure actuelle, on a des gens qui vont travailler sur la ligne de frappe au clavier sur du texte libre.
Donc ça veut dire que là, on n'est plus dans un mot de passe, hein, vous êtes en train de taper sur un chat, sur un réseau social, sur un jeu. Et par exemple, je peux avoir envie de faire de ce qu'on appelle d'authentification continue. C'est exactement l'exemple que je vous ai donné, hein, sur la façon de marcher. On peut aussi avoir la possibilité de faire une authentification basée sur un challenge. Par exemple, un service va vous dire tapez tel mot. Vous allez le taper, donc vous allez avoir un certain signal que vous allez envoyer. Et le serveur, lui, va prédire comment vous devriez le taper à partir de votre modèle et comparer si c'est similaire. Donc ça, c'est pour éviter l'attaque par rejeu que je vous ai expliqué en mettant un keylogger sur un PC. Donc ça, il y a des gens qui travaillent sur ce type de choses. Vous avez sur des textes statiques, donc les textes statiques, c'est des mots de passe, bien souvent. Soit le texte est secret, donc n'est connu que de la personne. Vous avez aussi des solutions commerciales où on vous demande de taper une phrase qui est connue de tout le monde. Et la différence se fera uniquement sur votre comportement à taper cette phrase. Donc évidemment, quand vous avez chacune de ces approches, ça correspond à des applications différentes. Quand vous êtes sur du texte statique, on est plutôt sur l'authentification à un service, par exemple. Quand on est sur du texte libre, ça peut être de l'authentification, mais ça peut être aussi de la surveillance. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Alors le principe de la collection de données sur la ligne de frappe, alors c'est pas la seule technique. Si on veut vraiment être précis sur la ligne de frappe au clavier, il y a plein d'autres façons de faire. Une façon de faire que connaissent bien les gens qui attaquent les distributeurs de billets de banque. Vous avez des techniques qui permettent de mettre un petit objet dans la fente du lecteur de carte pour empêcher que la carte soit avalée par le lecteur de carte, par le distributeur de billets. En général, vous avez une petite caméra qui regarde comment vous tapez votre code PIN. La personne tape son code PIN. Comme la carte n'a pas été avalée, ça ne marche pas. Donc elle croit que sa carte a été avalée par le distributeur de billets de banque, parce qu'elle ne revient pas, cette carte. Et donc l'attaquant, qui est en général pas très loin, va récupérer la carte à partir juste d'une épingle à nourrice, un truc simple, va récupérer la vidéo qu'il a capturée à partir de la caméra. Donc il a carte plus code PIN. Donc là, c'est la fête. Et là, il peut retirer de l'argent. Donc ça, c'est une attaque assez classique. Et donc, bien souvent, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'a tapé, quel est le code PIN de la personne. Et parfois, on ne voit pas bien, mais on le voit à partir d'une image. Donc, quand on veut faire de la ligne de frappe au clavier, une façon de faire aussi, c'est de regarder comment bougent les doigts à partir d'une image, donc à partir d'une vidéo des doigts. Donc ça, c'est une façon. Il y a une façon aussi, qu'on est en train d'expérimenter en ce moment dans le cadre d'un projet M2, c'est d'essayer de reconnaître une personne ou de reconnaître ce qu'elle tape à partir du son des touches. Je ne vous cache pas que, par exemple, la police scientifique est très intéressée par ce type de solution, si par hasard il y avait des micros dans la pièce. D'accord ? Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt des choses qui sont liées à l'ordinateur. Et donc, on va mesurer des temps de pression. Et vous allez voir, ça va collecter un signal. Et à partir de ce signal, on va pouvoir reconnaître la personne. Alors, le plus simple, c'est de vous faire une démo. Donc, ça, c'est... alors, c'est peut-être pas la dernière version, mais en tout cas, c'est la version du logiciel qu'on appelle Greg Keystroke. Alors, on n'a pas été très originaux. Tous les logiciels qu'on développe dans l'équipe, elles s'appellent Greg quelque chose. Donc ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le lien à la fin. De toute façon, je le donne, je crois, à la fin. C'est téléchargeable sur Internet. Donc le principe est lequel? C'est que la personne choisit un mot de passe. Donc là, j'ai pris laboratoire grec, et je fais de la pub pour le labo. Et puis, on lui demande de taper ce mot de passe. Alors, je pose le téléphone, le micro. Bon, il a fallu que je tape 3 fois. Donc, quand je tape laboratoire grec, vous avez vu, il y a 4 signaux qui sont apparus et qui sont des informations qui sont collectées sur des temps de pression et des temps de relâchement entre mes touches. Donc, en fait, ce qu'on a en abscisse, ce sont des valeurs qui sont très petites. C'est des millisecondes et qui vont décrire combien de temps je suis resté appuyé sur une touche, par exemple. Donc, à partir de ça, ça définit ma façon de taper ce mot de passe
personnel. Alors je vais le refaire. Donc là, j'ai refait une deuxième fois. Vous voyez que le signal, il n'est pas exactement le même, mais il y a quand même des similitudes qui sont assez importantes. Donc, je ne sais pas s'il y a un volontaire qui veut tester. Allez. Donc là, j'ai changé la couleur de la courbe pour qu'on voit bien la différence. Donc c'est laboratoire grec et puis Hunter après. Voilà. Donc vous voyez que la courbe bleue est assez différente de la courbe rouge moyenne. On voit ici qu'il y a des pics qui apparaissent, et ces pics, ça correspond à des hésitations. Une hésitation, c'est un temps plus grand, donc une valeur du signal plus grande. Donc là, effectivement, c'est la première fois qu'elle tapait ce mot de passe, donc elle ne le connaissait pas, donc c'est pour ça qu'il y avait une hésitation. Mais si elle avait choisi un mot de passe ou une phrase qu'elle connaissait bien, eh bien, on aurait eu un réflexe. Et quand vous tapez au clavier, votre mot de passe, finalement, vous n'y pensez pas. Vous pourriez discuter avec quelqu'un en train de faire un geste, c'est totalement du réflexe. Et c'est exactement ce qu'on veut capturer quand on fait ça. Et donc, on demande à la personne, dans ce type de solution, de taper 5 fois son mot de passe, un mot de passe qu'elle connaît. Une fois qu'on a ça, on va construire un modèle mathématique de la façon de taper de la personne. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va mesurer la distance ou une similarité entre la nouvelle façon de taper de quelqu'un et puis son modèle. Si c'est suffisamment petit, si la distance est suffisamment petite, on va dire ok, t'es bien la bonne personne. Et alors le suffisamment petit, ça dépend du niveau de sécurité que vous voulez avoir. Si vous voulez être extrêmement strict, eh bien vous allez parfois rejeter à tort des personnes. Par contre, vous êtes sûr que les imposteurs ne pourront pas passer. Donc ça, c'est typiquement donc ça, c'est un logiciel qu'on a développé alors à des fins de démo, mais on a fait aussi ce logiciel à des fins de collecte de données. Parce que pour travailler sur ce sujet-là, il faut qu'on collecte des données. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Du coup, on a construit une base de données qui, à l'heure actuelle, est l'une des bases les plus grandes, qui a été faite en 2009, qui s'appelle Greg Keystroke. Enfin, on est très originaux, hein. Et donc, c'est une base où on a 100 personnes qui ont tapé 60 fois Grec Laboratory. Et ils l'ont fait sur 2 claviers, un clavier de portable et un clavier de station. Alors, la petite histoire qui est comme assez rigolote, c'est un de mes étudiants hein, qui s'appelle Mohamed El Abed, hein, un étudiant libanais qui maintenant est reparti au Liban et qui maintenant enseignant-chercheur dans une université libanaise. Pour collecter ces données, c'est pas facile parce qu'il faut avoir des gens qui sont prêts à faire 60 fois taper Grec Laboratory. Et donc son approche, elle a consisté de simplement aller faire il a passé beaucoup de temps dans des laveries canaises. Parce que finalement, en général, quand on va déposer du linge pour une laverie, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. Et donc, il a amené son matériel et puis en disant, venez, on va participer à une expérience scientifique. Et les gens venaient taper sur le logiciel pour voir. Et puis en même temps, c'était assez rigolo pour eux de voir un petit peu cette chose qui était encore, en 2009, pas très connue par le grand public. Et donc on a collecté cette base qu'on a mis en téléchargement pour la communauté scientifique pour que, par exemple, lorsqu'on publie des résultats sur cette base, eh bien, d'autres chercheurs du monde entier puissent tester leurs algorithmes sur la même base et regarder s'ils sont meilleurs que nous ou pas. Et donc ça, c'est évidemment très important, mais en même temps, on ne voulait pas passer nos vies à concevoir ce type de base, parce que ça prend du temps. Imaginez 60 fois le mot de passe. En fait, en tout, il y a 133 personnes qui ont participé à la campagne. Il a passé de nombreuses heures dans des laveries. Bon, alors du coup, on a fait ce logiciel pour que les chercheurs dans le monde entier puissent utiliser ce logiciel et créer de nouvelles bases sur des expériences qu'ils voudraient faire. Par exemple, est-ce que ma façon de taper lorsque je suis au calme ou que je suis en train d'écouter du métal, est-ce que c'est très différent ou pas ? C'est une question, par exemple, philosophique qu'on pourrait se poser.
Alors, là, je vous montre quelques exemples de résultats. Donc, on a testé nos méthodes avec d'autres méthodes de l'état de l'art. Alors, notre méthode, c'est contribution. Et en gros, ça, c'est juste pour vous dire qu'en moyenne, si la personne connaît votre mot de passe, le taux d'erreur, c'est à peu près 6%. Donc 6%, ça veut dire que l'imposteur, même s'il connaît votre mot de passe, il arrivera à se faire passer pour vous dans 6% des cas. Et la personne qui est la personne légitime, elle sera rejetée dans 6% des cas aussi. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on évalue un petit peu les choses. Ce qu'on appelle du faux rejet. Dans combien de cas je suis rejeté à tort, et des impostures, c'est des personnes qui arrivent à se faire passer pour moi. Donc évidemment, on est sur des taux qui sont relativement hauts par rapport à l'empreinte digitale, ou etc. Mais c'est quelque chose qui va renforcer un mot de passe, tout en évitant les mots de passe complexes. Donc ça, c'était déjà intéressant en 2011 d'identifier ça. Ensuite, j'ai eu un étudiant en thèse qui s'appelait Romain Gio, et un jour, il vient me voir et me dit j'aimerais bien tester si j'arrive à reconnaître un homme d'une femme à la façon de taper au clavier. Alors il s'était amusé quelques jours avant à essayer de faire ce type de choses sur des visages, ce qui marche très bien. Je veux dire, reconnaître le genre d'une personne à partir du visage, ça pose pas vraiment de problème. On est peut-être à 2-3% d'erreur, c'est tout. Mais il m'avait dit, j'aimerais bien tester sur la ligne de frappe au clavier. Alors je lui ai dit, écoute, si tu veux essayer, vas-y, c'est pas très compliqué à essayer. Et donc il a essayé, et puis il s'est avéré que c'était intéressant. Et donc du coup après on a été un peu plus loin, on a regardé est-ce que la personne tape avec une main ou deux mains. Ça c'est pas très compliqué parce qu'en moyenne, si vous tapez avec une main, vous allez mettre vachement plus de temps pour taper le mot de passe, et donc ça se verra au niveau des courbes. Donc ça c'est assez facile à détecter. Est-ce que la personne est droitière ou gauchère ? Et ça c'était une question aussi intéressante parce que et puis on a essayé aussi un autre truc, c'est alors évidemment quand on a diffusé ça, donc c'était en 2011. Il y a plein d'industriels, ça a fait tout un buzz médiatique, pas qu'en France d'ailleurs, un peu partout. Et on a eu des industriels qui nous ont dit mais c'est super votre truc là, mais est-ce que moins de 18 plus 18 vous sauriez faire ? Alors sur le principe oui, on pourrait le faire, mais il faudrait beaucoup de données, et là c'est quelque chose qui coûte beaucoup de temps de faire ça. Nous, dans notre base qu'on avait collectée avec la laverie, on avait à peu près la moitié de gens en dessous de 30 ans et la moitié de gens au-dessus de 30 ans. Donc on a testé sur cette catégorie d'âge. Alors qu'est-ce qu'on obtient ? Alors pour ça, il y a eu des algorithmes. Alors, je vous passe les détails, peu importe. C'est juste vous montrer que c'est quand même pas si anodin que ça. Donc il y a tout un ensemble de traitements qui sont réalisés pour traiter les informations collectées en termes de temps, de pression, relâchement et de vol, d'accord. Et à partir de ça, on a développé des solutions qui permettent de reconnaître le genre. Alors au final, qu'est-ce que ça donne ? Alors là, je vous montre des résultats qui sont des performances sur le texte libre, c'est-à-dire que je sais absolument pas ce que tape la personne, d'accord. Alors qu'est-ce que je fais ? Là, vous avez sur la première ligne, c'est est-ce que la personne a utilisé une main ou deux mains. Donc soit sur du texte libre à droite, on est à peu près à 97-98%. Donc encadré, c'est l'intervalle de confiance de l'estimation de la performance. Et quand on sait quel est le mot de passe, c'est entre 95 et 98%. Donc par exemple, savoir que la personne utilise une main ou deux mains, ça on le sait. Donc ça permet de caractériser aussi quel est le degré de connaissance de la personne dans l'usage de l'informatique. Le genre. Alors le genre, vous voyez, sur du texte libre, on est entre 79 et 84% de reconnaissance lorsque on analyse la façon de taper au clavier. Alors la chose aussi qui est intéressante, c'est que plus vous collectez d'informations sur la personne, donc plus de texte qu'elle tape, plus vous êtes capable d'augmenter ce taux de reconnaissance. L'âge, alors plus ou moins 30 ans, oui, sur du texte libre, entre 72 et 75%. C'est sans doute pas suffisant. Mais en tout cas, ça vous donne déjà des éléments. Le fait que ce soit droitier ou gaucher, on est entre 83 et 88% sur des textes libres. Donc vous voyez déjà, on arrive à faire des choses qui ne sont pas parfaites, mais en tout cas qui permettent d'aiguiller
vers une des catégories. Est-ce que la personne est droitière ou gauchère, par exemple? Donc ça, c'est évidemment, c'était intéressant comme résultat. Après, ce qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette information a posteriori? C'est-à-dire que je prends quelqu'un en train de taper au clavier, je détermine si c'est un homme, droitier, etc. Et je vais regarder si son profil qu'elle annonce, je vais regarder la cohérence du profil. Par exemple, si je suis pas sûr sur la façon de taper au clavier que ce soit la même personne, mais par contre le profil détecté et le profil affiché, il est le même, ça va renforcer le fait que c'est bien la bonne personne. Par contre, si j'ai un doute et que je détecte que c'est une femme alors qu'en principe ça devrait être un homme, là au contraire, ça va me permettre de prendre une décision. Et donc là, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé sur différentes méthodes. Alors ce qu'il faut regarder, c'est la dernière colonne. Si on prend 5 mots de passe que la personne saisit et qu'on regarde la cohérence du profil, alors par une méthode dont je ne vous détaille pas ici le principe, on arrive à un taux d'erreur de 5%, alors que si on n'avait pas utilisé la cohérence de profil, on était à 10%. Donc le fait d'avoir ces informations sur la cohérence du profil, ça nous permet de diminuer mes taux d'erreur sur cette implémentation qu'on avait utilisée. Donc, profiler une personne à sa façon de taper au clavier, c'est possible. Utiliser cette information pour essayer de diminuer les erreurs de reconnaissance, c'est également possible. Et là, vous voyez, on était quasiment à du 50% de gain. Donc ça, c'est des choses qui étaient intéressantes également. Alors les applications. Et là, on a commencé à faire un petit peu des choses sur ce sujet. Évidemment, en ce moment, nous, on est en train de travailler avec des industriels et ils sont en train d'utiliser la ligne de frappe pour essayer de prouver que la personne qui est en train de faire un achat via un PC est bien la bonne personne. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours avec des industriels. Il y a un sujet qui, moi, j'aimerais bien travailler, et on a une thèse qui commence en ce moment avec un étudiant du M2 Sécure d'informatique de cette année, qui est notamment, par exemple, de travailler sur la lutte contre la pédopornographie. Typiquement, je suis sur un chat de jeu, un chat de réseau social. La personne, elle a un profil affiché. Alors, je ne sais pas, si on prend un compte Facebook, par exemple. Et puis, quand j'analyse la façon de taper au clavier, je vais détecter un autre profil. Et là, on a la possibilité de voir si les deux profils sont cohérents. Je suis en train de parler a priori à une fillette de 14 ans et je m'aperçois que ce n'est pas vraiment le cas. Bon, typiquement, ça pourrait être une information qui pourrait être soit délivrée à l'utilisateur, soit délivrée au réseau social pour que, par exemple, des comptes soient coupés. Parce qu'il y a un problème de cohérence du profil. Il y a un autre sujet qui est très important sur Internet. Quand vous achetez sur Internet, vous regardez beaucoup les avis. Alors que ce soit les hôtels, que ce soit des produits que vous voulez acheter. Pour autant, c'est quoi la confiance dans ces avis? Est-ce que c'est le site de e-commerce qui va remplir des avis bidons pour dire que le produit il est génial? Ou au contraire, est-ce que c'est le concurrent qui n'est pas content et qui va mettre des avis très négatifs sur le produit concurrent? Donc en fait, c'est difficile. Donc on se base sur quelque chose, mais on ne saurait pas dire du tout si cet avis il est justifié ou pas. Donc par contre, si on analyse la ligne de frappe au clavier ou d'autres informations qu'on peut collecter, beaucoup de gens ont peur quand je leur parle de la ligne de frappe en disant « ça donne plein d'informations », mais je leur ai dit « mais de toute façon, vous allez sur n'importe quelle page web, on est capable de sortir plus de 30 informations sur vous très facilement. Je veux dire, on peut savoir dans quel pays, on peut savoir même localisation presque géographique, on peut savoir quelles sont les polices qui sont installées sur votre PC. Enfin, il y a tellement de choses qui permettent qu'on peut collecter sur vous que de toute façon, on peut vous identifier sans biométrie. Il n'y a pas besoin. Alors je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est un fait. Et donc quand une personne par exemple saisit un avis sur Internet, on pourrait imaginer qu'on va collecter un certain nombre d'informations, alors qu'on va protéger, je vous montrerai un peu comment on peut faire ça, et identifier des comptes multiples. Par exemple des gens qui ont créé des comptes pour soit casser les produits concurrents, et donc on pourra faire le lien entre différents comptes en regardant soit la signature je sais pas, du navigateur, du PC, ou soit en regardant la façon de taper au clavier. Par exemple, très simplement, quelqu'un qui fait un copier-coller pour saisir un avis peut
peut peut-être se poser la question de la pertinence de cet avis, d'accord, plutôt que quelqu'un qui va le saisir. Et ça, c'est très facile à extraire. Alors après, il y a des applications, alors plus ou moins nobles. Une application un peu moins noble, c'est le marketing ciblé. Effectivement, je suis un moteur de recherche multinational. Quand la personne est en train de saisir un texte dans le moteur de recherche, je peux analyser des informations type profil à partir de la ligne de frappe au clavier. Je peux savoir si c'est une femme, etc. Et en fonction de ça, je vais peut-être cibler soit les réponses, soit cibler des publicités que je veux lui présenter. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être fait, j'en sais rien, mais en tout cas qui est complètement possible, ça pose pas de problème. Après, quand on a eu tout ce buzz médiatique, on a eu beaucoup de journalistes qui nous ont posé un peu des questions auxquelles je n'avais même pas pensé. C'était est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces informations pour quand on veut recruter un ingénieur ou quand on veut recruter quelqu'un dans une société, on va lui demander de taper sur un ordinateur et à partir de ça, on va extraire des informations sur... parce qu'effectivement, là, on est sur le genre, on est sur droitier gaucher, mais on pourrait imaginer apprendre à reconnaître, je ne sais pas, quelqu'un qui est stressé. Et donc, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ces types d'applications, reconnaissance d'émotions, reconnaissance de traits liés à la personne. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est possible. Le bien-être au travail, effectivement, être capable que la personne est stressée à partir de la ligne de frappe au clavier, potentiellement, c'est possible. Ça, c'est pas très, très compliqué. Et alors, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, j'en sais rien. Là, après, il y a des aspects législatifs, mais en tout cas, c'est possible. Donc ça, c'est sur la ligne de frappe au clavier. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai dépassé ou pas, là? Bon, j'ai un peu de temps. Bon, j'ai quelques transparents sur le chemin secret biométrique. Je vais être assez court. Donc le chemin secret biométrique, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais je vais au moins vous faire sentir un peu comment ça marche et comment on peut l'utiliser. Donc, quand on prend un écran tactile, en fait, on peut collecter très facilement des informations sur le comportement de saisie de la personne. Donc là, je vous ai mis un exemple de signaux qui ont été traités, c'est-à-dire que vous voyez que chaque signal a une taille de 200, donc ça a été normalisé. Et vous voyez que quand on fait la saisie d'un chemin, eh bien on peut regarder la position X du doigt au cours du temps, la position Y sur la matrice. On peut regarder la pression, on peut regarder la taille du doigt qui est détectée. On peut regarder des informations qui sont liées à l'orientation. Et donc, vous voyez que là, très simplement, ça c'est ces implémentations qu'on a développées, eh bien, vous avez 1000 paramètres qui décrivent ma façon de saisir ce chemin. Et donc, soit j'utilise une méthode classique où je vais faire la comparaison de signaux entre le modèle de la personne et puis un modèle saisi, et je vais calculer une distance, pas très, très compliqué. Soit je peux utiliser des choses qui sont un peu plus complexes. Alors, je vais essayer de vous faire sentir un peu ça. Et on va utiliser des notions qui s'appellent ce qu'on appelle de la biométrie révocable. Alors je vous ai dit en préambule que dans un de mes aspects de la recherche, c'était comment je peux protéger la donnée biométrique. Alors quand on parle de ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie évidemment d'éviter de garder les informations brutes, par exemple sur les empreintes digitales ou sur le visage. C'est-à-dire que jamais je ne stocke une empreinte digitale telle qu'elle. Jamais. Même les minuties qui sont des caractéristiques de ces empreintes, jamais je les stocke telles quelles sans qu'elles soient chiffrées. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Eh bien, il est possible de faire ce qu'on appelle d'utiliser une transformation qui s'appelle un biohashing. Alors, je ne vais pas vous montrer le détail mathématique, qui n'est pas d'ailleurs très compliqué, mais en gros, à partir de l'empreinte digitale, je vais calculer des paramètres sur cette empreinte digitale. Je vais appliquer une transformation de biohashing qui est liée à un secret. D'accord ? Et au final, qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais mélanger une donnée biométrique avec un secret. Donc ça peut être un mot de passe, ça peut être un nombre aléatoire, ça peut être ce que vous voulez. Et à partir de ça, je vais générer un code barre qu'on appelle un biocode et qui va décrire à la fois mon empreinte digitale et à la fois mon secret. Alors ça, c'est le principe général. Et donc, au lieu de traiter mon empreinte digitale telle qu'elle,
eh bien, je vais m'intéresser qu'au code barre. Donc je vais faire ça à chaque fois que j'ai besoin de faire un enrôlement, une vérification d'une personne. Je vais générer ce biocode. Et donc si je veux enregistrer une personne, eh bien, je vais le faire une première fois et je vais enregistrer le biocode. Et le reste, je ne l'utilise pas. Et si quelqu'un arrive, un attaquant s'amuse à hacker le service et récupère le code barre, c'est pas très grave. Parce que à partir du code barre, il ne peut pas remonter à la donnée biométrique. D'accord ? Et puis moi, en prenant un autre secret, je peux générer un autre biocode à partir de ma donnée biométrique. Donc ça permet d'éviter, ça c'est justement permettre la révocabilité. C'est pour ça qu'on appelle ça la biométrie révocable. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de problèmes. Et ce code barre, je peux le mettre sur un service sur Internet. Il n'y a pas de problème, il faut que je le protège. Mais s'il est attaqué, eh bien, je saurai le modifier. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous on travaille. On essaie de trouver des transformations de ce type-là qui permettent de faire de la biométrie, mais respectueuse de la vie privée. Et puis, alors là, je vous montre un exemple. Alors, je ne vais pas le détailler, hein, mais en gros, c'est un exemple. Bon, voilà, à partir du chemin secret biométrique et puis de la biométrie révocable, eh bien, on peut proposer des protocoles qui permettent à Alice, par exemple, de s'authentifier auprès de sa banque en utilisant à la fois des données biométriques, que sont le chemin secret biométrique, et à la fois ces histoires de biohashing qui vont permettre de la protéger. Et à partir de ça, je vais pouvoir m'authentifier auprès d'une banque en utilisant une donnée biométrique qui ne pose aucun problème d'un point de vue vie privée, parce que justement on a utilisé ce type de transformation. Et donc ça permet de changer un peu la donne sur comment de casser un peu l'image flic de la biométrie. Alors, vous savez, quand vous utilisez votre téléphone et que vous avez un capteur d'empreinte digitale, votre empreinte digitale, vous ne savez pas trop où elle est. Bon, elle est forcément dans le téléphone, mais est-ce qu'elle est ailleurs? Vous n'en savez rien. Et je vous ai dit, pour autant, vous ne pouvez pas la changer. Là, à aucun moment, vous me donnez des choses très sensibles. Et comment vous rentrez votre information biométrique? C'est juste un chemin sur une grille 3.3. Donc en termes d'usage, super simple pour la personne. Elle a l'impression de faire quelque chose d'assez classique, elle connaît d'ailleurs. Pour autant, on a quelque chose qui peut être extrêmement sécurisé et qui permet à la banque d'être sûre, par exemple, que vous êtes bien la bonne personne. Donc là, ça c'est juste des exemples. Souvent, quand on fait les résultats de ce type-là, on essaie de simuler les attaques en disant, voilà, si on se met dans tel scénario où l'attaquant n'a pas le téléphone d'Alice, il connaît le chemin secret d'Alice et il saisit lui-même sur son téléphone le chemin secret d'Alice, ce qu'on montre, c'est que cette attaque elle est totalement inefficace avec ce type de protocole pour Internet. Et puis, si par exemple l'attaquant il a le téléphone d'Alice pendant un certain temps et qu'il peut réaliser son attaque uniquement, enfin cette fois sur le téléphone d'Alice, on voit que cette attaque elle peut être efficace, mais à 0,1% d'erreur. Et donc ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille, et qu'on présente ça à des industriels en disant, voilà, nous on a mis en point un protocole qui permet de faire de l'authentification sécurisée, simple d'usage, avec de la biométrie. Et puis après, souvent, on a des contrats avec des industriels, ils disent, OK, banco, on l'implémente, et derrière, c'est mis en place dans des produits réels. Alors, conclusion. Alors, quand on parle de biométrie, on parle cybersécurité. Alors, c'est vrai que souvent, le thème de la cybersécurité, c'est un sujet à la mode en ce moment. Souvent, les gens pensent que c'est uniquement lié au virtuel, que le virtuel n'a que des impacts que sur le virtuel. Alors, c'est totalement faux. Vous pouvez complètement avoir un attaquant qui pourrait faire exploser une centrale nucléaire ou bien d'autres choses, donc avoir des impacts dans le réel, y compris dans l'inverse, c'est-à-dire du monde réel vers le monde cyber. Donc en fait, il y a un continuum qui existe entre le réel et le cyber. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une distinction entre les deux. Quand on parle de sécurité des frontières, on parle à la fois du côté cyber et à la fois du côté réel, physique. Le biométrie, c'est un sujet qui est intéressant et surtout qui fait le lien entre le monde cyber et les humains, parce que c'est ça, c'est-à-dire comment je peux reconnaître un individu, un être vivant,
un service qui est quelque part, qui d'ailleurs je ne sais pas où, mais qui est dans le monde cyber. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur la biométrie comportementale. Vous avez des startups, si ça vous intéresse, par exemple, il y a une startup qui s'appelle Behaviosec, une startup américaine, qui propose une solution qui permet d'analyser votre façon d'utiliser votre téléphone. Par exemple, lorsque vous lancez une application, est-ce que vous allez dans le menu application, vous allez utiliser un raccourci, donc ça va utiliser votre interaction avec l'écran tactile, comment vous le tenez, etc., pour sécuriser l'accès à votre téléphone. Mais il y a une petite entreprise, Google, qui a très clairement dit qu'elle allait se mettre sur le sujet. Et ça, c'est un des créneaux de toute façon de Google, c'est la donnée. Eux, ils ont mis la donnée au centre des choses. Et donc, évidemment, à partir de ces données, vous avez tous entendu aussi parler de termes du type big data. Et donc, on a énormément de données. Il faut être capable de les traiter, ces données. Et parfois, les traiter, ça peut faire des choses qui sont intéressantes et puis des fois qui peuvent être assez gênantes parce que vous voyez, typiquement, la reconnaissance du genre à partir de la ligne de frappe au clavier, ça, c'est assez récent. Et dans certaines applications, ça, c'est évidemment un intérêt, mais ça peut être aussi quelque chose une atteinte à la vie privée. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire, proposer des solutions sécurisées, et tout en préservant la vie privée des utilisateurs, parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut vraiment tout ça. Voilà, alors si ça vous intéresse, notamment sur la partie logicielle, on a un site qui s'appelle epaymentbiometrics.ncicamp.fr, qui est le site de l'équipe de recherche, où vous trouverez le logiciel de ligne de frappe au clavier en téléchargement gratuitement, sans problème. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.